Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. En communion avec les Rwandais au pays, la diaspora rwandaise de Belgique s'est donné rendez-vous dans l'amphithéâtre de l'Université libre de Bruxelles pour commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Par souci de transmettre la mémoire de ce génocide, les organisateurs ont choisi l'art pour perpétuer cette mémoire. Reportage avec Patrick Niridandi. Excusez-nous pour ce problème de son. Nous allons maintenant passer aux 4 sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis au moment où le Rwanda vient de lancer les activités de la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis. 4 sites mémoriaux du génocide portent désormais les marques de l'UNESCO en signe de leur inscription sur sa liste de patrimoine mondial de l'humanité. Les détails avec Charlène Foulaha. Entre avril et juillet 1994, plus d'1 million de Tutsis ont été massacrés, laissant des cicatrices profondes dans les tissus sociaux du Rwanda. Aujourd'hui, le corps des victimes repose dans différents sites mémoriaux qui servent de lieux de recueillement et de souvenirs pour le Rwandais et le monde entier. Cependant, 4 de ces sites mémoriaux, notamment ceux de Gisozi, Nyamata, Murambi et Bisesero, ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO, marquant ainsi la reconnaissance historique et culturelle dans la préservation de la mémoire du génocide. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique se félicite de cette reconnaissance, soulignant que le gouvernement rwandais continuera à collaborer avec l'UNESCO pour promouvoir d'autres valeurs naturelles et culturelles du Rwanda. L'UNESCO a franchi le pas, comme d'autres institutions, d'inscrire 4 mémoriaux du génocide. Le Rwanda et la Corée du Sud s'engagent à développer davantage leurs relations de coopération à travers la coopération parlementaire. C'est ce qui est ressorti des échanges entre le président de la Chambre des députés au Parlement rwandais, Mme Donatilla Mukabalisa, avec l'envoyé spécial de la Corée du Sud en visite au Rwanda. L'honorable Mukabalisa revient ici sur ces échanges. Premièrement, nous lui avons remercié pour sa présence au moment où nous commémorons pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Ensuite, nous avons manifesté notre gratitude quant à la coopération et au partenariat entre nos deux pays et dans les secteurs clés au développement économique de notre pays, tels que l'agriculture, la technologie, la santé, l'éducation et le renforcement des capacités. Ce sont des secteurs clés au développement de notre pays. Nous avons aussi manifesté la volonté de renforcer beaucoup plus la coopération et le partenariat entre nos deux pays en général, mais aussi entre nos deux parlements en particulier. Nous avons manifesté la volonté de mettre en place les groupes d'amitié de part et d'autre, groupes d'amitié entre le Parlement de la République de Corée et le Parlement du Rwanda pour continuer nos échanges et nos d'expérience et d'expertise dans l'intérêt des peuples que nous représentons.
Retour au studio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste. Il est plasticien, il est aussi militant. Monsieur Bruce Clark, vous avez fait différentes œuvres. Nous allons y revenir, mais d'abord, bienvenue dans notre studio. Merci. Alors, en quoi consiste, nous allons parler de ce qu'on appelle les femmes debout. En quoi consistent les femmes debout précisément? Les Femmes debout, c'est un projet d'un public, c'est-à-dire dans l'espace public, pour rendre hommage aux femmes. Mais quand je dis rendre hommage aux femmes, c'est de reconnaître les souffrances particulières des femmes pendant le génocide, mais aussi le rôle des femmes dans la reconstruction, dans la réconciliation, la résilience après le génocide. J'ai déjà mené plusieurs projets de mémoire au Rwanda, en commençant par les jardins de la mémoire. Et pour le 30e commémoration, on s'est dit que quand même, il faut mettre une sorte il faut souligner le rôle particulier des femmes. Alors, d'où vient votre intérêt passionné pour cette cause et peindre aussi l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis à travers ces images? En fait, ma relation avec le Rwanda remonte d'il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, parce que comme vous avez dit, j'avais deux casquettes. J'avais une casquette de militant et je militais contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mes parents sont sud-africains, j'étais impliqué dans cette lutte particulière. Et au cours de cette lutte, j'ai rencontré des amis rwandais qui m'ont sensibilisé à la question rwandaise. Et là, je parle avant le génocide de 91, 92, 93. Et je m'étais intéressé d'abord intellectuellement parce que c'était un génocide annoncé. Et c'est ça qui était presque le plus horrible. Et que, deuxièmement, aussi, pour moi, ça posait la question fondamentale du racisme. En Afrique du Sud, c'est un pays raciste, certes. On voyait ce que c'était que le racisme. Il y avait des Blancs qui opprimaient les Noirs. Et quand on m'explique qu'au Rwanda, c'est une situation semblable, d'abord, j'avais du mal à comprendre. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris que le racisme, c'est la stigmatisation de l'autre. On décide qu'on va réprimer, on va faire souffrir l'autre. Et on le fait. Et si on ne le voit pas, on ne voit pas sur son visage qui est celui qu'on veut stigmatiser, celui qu'on veut opprimer, on marque ça sur sa carte d'identité ou, par exemple, chez les Juifs, en Allemagne nazie, on met une étoile jaune. Et donc, pour moi, ça me posait des questions fondamentales sur le monde dans lequel on vivait et le racisme, les racines du racisme. Alors, vous avez, je dirais, peint des figures d'hommes et de femmes, parce que c'est pas je ne dirais pas que c'est nouveau, parce qu'avant vous étiez au Rwanda en 2014, vous avez présenté les figures d'hommes debout. Aujourd'hui, ce sont des femmes debout que vous représentez de très haute taille. Pourquoi cela? Pourquoi avoir choisi, je dirais, cette image grandiose? C'était, juste pour décrire très rapidement, donc c'est des personnages, cette année c'est des femmes, autrefois on a fait des hommes mais comprenez des femmes aussi. C'est dans l'espace public, ici ce serait Kigali dans le car free zone, la zone piétonne en centre-ville. On va aussi le faire à Murambi devant le mémorial du Murambi. Et derrière tout ça, il y avait l'idée de réaffirmer la présence physique des gens, de réaffirmer la dignité des gens, pour dire que le projet génocidaire n'a pas réussi, parce que si on définit le projet génocidaire comme la volonté de mettre à genoux, d'humilier, d'effacer de la terre, d'enlever toute dignité d'une personne, le contre-pied de ça, c'est de montrer des personnages qui sont fiers, qui sont dignes, qui sont debout. Et donc, c'est tout simplement une image qui fait contrepoids au projet génocidaire. Donc, c'est comme pour montrer que malgré ce qu'ils ont vécu, ils se tiennent toujours debout, c'est Exactement, ça? en tant qu'individu, en tant qu'unité, en tant que pays. D'accord. Alors, quel aspect auront vos personnages? Je dirais pour ce mercredi, vous allez présenter ces images au Car Free Zone. Quel sera l'aspect de ces personnages? J'invite les gens à venir voir, mais bon, pour décrire rapidement, c'est des personnages, et bon, je suis plasticien comme vous avez dit, c'était pas facile de dessiner des personnages qui portaient cette dignité. Et donc, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion sur les gestes, tout simplement physiques, de transmettre cette dignité.
il faut dire aussi que dans mon travail plastique, j'utilise des mots. C'est du collage et des mots, c'est des personnages reconnaissables, certes, mais en haut, en bas, au milieu, il y a comme s'il y avait des couches de mots qui s'insèrent dans l'image. C'est des mots qui évoquent le personnage, mais qui ne le décrivent pas. C'est des De mots... manière physique? Non, absolument pas physique, non. Qui évoque peut-être la souffrance, parce que par exemple, pour donner un exemple concret, il y a un personnage d'une femme, et les mots en Kinyarwanda disent « les bébés aussi », point d'interrogation. Voilà. Donc, à partir de ces 2 ou 3 petits mots, on réfléchit sur, par exemple, le projet génocidaire. Et donc, ce que j'essaie de faire dans mes images, c'est de ne pas trop donner d'informations, mais de évoquer, inciter une réflexion chez le spectateur. Je donne quelques petites bribes d'informations qui incitent le spectateur à réfléchir. Mais en même temps, j'essaie de faire quelque chose qui est beau. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le projet de mémoire au Rwanda, je me suis dit que je ne vais pas dépeindre l'horreur. Enfin, je connais l'horreur. Les gens, vous connaissez l'horreur du génocide. Moi, je veux donner des images ou des lieux de réflexion. Et je pense que c'est ça, enfin ma contribution, je dirais ça, pas que c'est le plus important, mais je pense que c'est quelque chose qui peut aller au-delà de l'œuvre simplement pour réfléchir, pour peut-être réfléchir sur comment prévenir le génocide à l'avenir. Alors aujourd'hui, en parlant de génocide perpétré contre les Tutsis, nous parlons aussi je dirais, des distinctions qu'il y avait quand on disait un Tutsi, un Hutu. Dans des interviews que vous avez données, vous avez évité de redonner cette image-là négative, de distinguer qui est quoi, à travers vos images, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que donc des images sont un peu ambiguës, on ne sait pas, on ne va pas les reconnaître. Et quand on commence à parler d'une image typique d'une Tutsi, une image typique de Hutu, moi je dirais que c'est presque de la propagande, au fait. Parce que oui, bien sûr, des cas extrêmes, mais finalement, l'apparence physique d'une personne, de vous, de moi, dépend de ce qu'elle mange, comment elle vit, si elle est malade, si elle n'est pas malade, etc. Et en fait, d'une certaine manière, j'appelle ça, quand on parle de Hutu et Tutsi avec les archétypes, j'appelle ça le syndrome du juif au nez crochu. C'est-à-dire une sorte d'image de propagande qu'on aurait donnée les années 30 en Allemagne pour dire celui-là est un juif. Mais in fine, on ne voit pas la différence entre les gens. Alors, une question pour clôturer. Vous qui avez beaucoup travaillé, vous avez voyagé, vous êtes militant, vous avez été militant pendant l'apartheid, vous avez aussi suivi de près, je dirais, l'évolution, la situation du Rwanda, que ce soit avant le génocide et après le génocide. Pensez-vous que le monde d'aujourd'hui a suffisamment appris du génocide perpétré contre les Tutsis? Je peux répondre avec un seul mot? Non. Non, je vais développer un petit peu. Non, on n'a absolument rien appris, je dirais. Même pour revenir en arrière, en 1994, j'étais en France pendant qu'on perpétrait le génocide. Il y avait des titres sur les journaux, plus jamais ça. Parce qu'en France, on commémorait le débarquement en Normandie en 1944, juin 1944, pendant que ce plus jamais ça se passait actuellement ici. Donc, je trouve qu'on vit dans un monde où on est aveugle aux événements. Et maintenant, si on regarde tout simplement ce que se passe entre l'Ukraine et la Russie, entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la destruction totale de Gaza par l'Israël, non. Si je constate ça, je dis on n'a rien appris et beaucoup de pays ont leurs propres intérêts et les poursuivent sans regarder dans le passé. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour justement que cette citation « Never again » soit vraiment faite? Je n'ai pas de réponse à ça. Si j'ai une réponse à ça, c'est une réponse simple et banale, c'est qu'il faut apprendre par le passé. Le passé n'est pas
le passé. Le passé parle de notre présent et de notre avenir. Et si on ne regarde pas ce passé, si on est ignorant des mécanismes qui ont mené jusqu'où on est maintenant, on va répéter ça. C'est une évidence là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'en tant que plasticien, je m'intéresse beaucoup à l'histoire contemporaine et l'histoire passée. Merci beaucoup Bruce Clark. Je rappelle que vous êtes artiste, vous êtes plasticien, mais aussi militant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous allez montrer ces images grandioses. Je rappelle au Cafrizone, c'est mercredi. Mercredi, on fait l'inauguration. Murambi sera parti du 13 avril. Du 13 avril. Oui. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le président de la République, Paul Kagame, se félicite de l'excellence des relations entre le Rwanda et la France, même si certains Français restent attachés à la politique du passé. Indication faite à Kigali ce lundi au cours d'une conférence de presse qu'il a accordée à la presse tant locale, africaine qu'internationale. As far as concerned, our relationship. Mes sentiments sont ceux de satisfaction, mais il y a peut-être des personnalités politiques ou autres en France qui sont toujours retenues par le passé. Ils continuent de vivre politiquement le passé. Nous pouvons seulement avancer sur base des gens qui visent l'avenir, ainsi nous avancerons ensemble. À présent, sur la question de l'entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s'est joint au Rwandais pour la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis, le président Kagame s'est déclaré satisfait des échanges avec lui. We could not have spent hours Le président sud-africain et moi-même ne pouvions pas passer des heures ensemble sans évoquer ce problème. Nous avons eu des échanges importants. Nous avons eu une compréhension commune de la situation avec la meilleure voie de travailler ensemble pour résoudre le problème. J'ai été satisfait. En communion avec les Rwandais au pays, la diaspora rwandaise de Belgique s'est donné rendez-vous dans l'amphithéâtre de l'Université libre de Bruxelles pour commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Par souci de transmettre la mémoire de ce génocide, les organisateurs ont choisi l'art pour perpétuer cette mémoire. Reportage de Patrick Nilidandi. Art et mémoire, voilà la stratégie adoptée par la diaspora rwandaise de Belgique pour expliquer aux plus jeunes l'inexplicable, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. C'est à travers une représentation artistique intitulée « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » que cette diaspora a organisé la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. C'est l'auditorium de l'Université libre de Bruxelles, ULB en sigle, qui a abrité ces spectacles créés et joués par l'artiste dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney. Les spectateurs aussi bien rwandais que belges qui avaient fait les déplacements de l'ULB étaient nombreux et ces derniers sont immédiatement tombés sous le charme de ces spectacles si émouvants qui est ouvert à tous les arts, c'est-à-dire composé de théâtre, des poésies, des slams, des chants et des monologues. Un spectacle, les spécialistes ont qualifié de total, car toutes ces parties y sont représentées. Dans ce monde des circonstances, le président de l'organisation Ibuka Belgique, Ernest Sagaga, a vivement remercié au nom de toute la diaspora l'auteur de ces spectacles, car la pédagogie est simple pour ceux qui veulent comprendre l'histoire tragique de ces génocides. L'écrivain et dramaturge Jean-Marie Vianney Rurangwa a remercié Ibuka Belgique qui a facilité les préparatifs de la représentation du spectacle, mais aussi tous les acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, pour avoir pris au sérieux leur rôle respectif dans ce travail des mémoires à la fois éducatif et cathartique du dernier génocide du XXe siècle. Après ces spectacles,
une marche de souvenirs a été organisée, toujours pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Au studio avec notre consoeur Amandine Dikomasawo. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui? Voilà, pour la 30e commémoration qui a débuté hier, il y avait 26 chefs d'État et de gouvernement qui ont honoré donc, la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 par leur présence physique. Donc, il y avait aussi 32 pays qui ont envoyé des ministres et des représentants à haut niveau et des centaines sur les réseaux sociaux, il y avait des centaines de messages de solidarité. Et d'abord, si on revient sur le présentiel, je te rappelle qu'il y avait Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui avait présenté un message de solidarité. Il y avait aussi également Charles Michel, président du Conseil européen. Et puis sur les réseaux sociaux, il y avait plusieurs. On commence par Audrey Azoulay, directrice générale élue de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a présenté un message. Donc c'était un long message parce qu'elle est revenue sur l'éducation et aussi les sites qui ont été enregistrés dans l'UNESCO. Et il y avait Ariel Kayabaga, qui est membre du Parlement au Canada, langue ouest. Elle est revenue sur l'importance de la commémoration. Il y avait également l'ambassadeur sur les réseaux sociaux, il y avait l'ambassadeur Linda Thomas qui représente les États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. Elle a aussi présenté un message de solidarité revenant sur l'importance de commémorer. Il y avait également l'ambassadeur Bert Versman de la Belgique au Rwanda. Il a présenté un message, donc un long message qui était vraiment important. C'était dans un audio visuel. Et puis il est revenu sur la 30e commémoration, donc l'unité et la reconstruction. Il y avait aussi Anouma Aziokwana, assistant de secrétaire général de ITU en Afrique. Il y avait aussi la présidente de la République de Kosovo, Osmani, qui a aussi présenté un message sur les réseaux sociaux de solidarité. Donc, il y avait le hashtag Kwibuka30, il y avait des centaines de messages. Également, Richard Kwizera, un influenceur d'ici à Kigali, qui a présenté comme une chaîne de messages de solidarité de Delhi, de Paris, de Dakar, Addis, que nous parlons des villes qui ont vraiment montré les couleurs du drapeau du Rwanda pour montrer qu'ils étaient en solidarité avec le Rwanda qui commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il y avait également le Commonwealth qui avait aussi présenté un message très important de solidarité. Et les deux qui en retournent en Afrique, il y avait la Société de l'Afrique de l'Est de loi, qui est connue comme East African Law Society, qui a aussi présenté un message de solidarité. Et on finit bien au retour chez nous, la communauté est-africaine qui a aussi présenté un message de solidarité. D'accord. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage. L'association des veuves rescapées du génocide Avega vient de rendre public un livre intitulé « Entendez-nous ». Pour les membres fondatrices d'Avega, à l'origine de cette initiative, un tel livre prouve encore une fois leur détermination d'être beaucoup plus résiliente. Les détails avec Charlène Fouraha. C'est au total 13 femmes membres fondatrices de l'association des veuves du génocide, Avega en sigle, qui ont rédigé ce livre en collaboration avec un auteur français, Daniel Escornet. Ce dernier indiquait que le contenu du livre est d'une importance particulière pour l'histoire. Il y a trois grandes figures féminines. Il y a le cœur des femmes veuves du génocide, veuves et orphelines du génocide. Elles sont 13. Elles donnent donc leur témoignage, pas seulement de la tragédie, mais surtout de la reviviscence de ces femmes et du Rwanda tout entier. Il y a le bébé, on voit sa conception, on voit sa naissance d'Avega, qui va grandir, qui va apporter des solutions solidaires de santé mentale, de santé tout court à l'ensemble des femmes du Rwanda. Et puis il y a la terre,
qui s'adresse aussi aux humains et qui leur dit « vous pouvez disparaître avant même que le dérèglement climatique ne soit à l'ordre du jour ». Donc il y a ces trois grandes figures féminines qui se rapportent à la lutte universelle des femmes et c'est un dialogue en quelque sorte entre ces trois figures féminines. Madame Esther Mujawayo, l'une des membres fondatrices d'Avega et auteure du livre Entendez-nous, revient ici sur les mobiles de sa rédaction. Je pense que ce livre, on y pensait depuis longtemps. Parce que, tu sais, en 94, quand on a survécu, on était vraiment misérables, folles. On ne croyait pas qu'on va être là où on est maintenant. Mais on a vu que c'est possible. On a vu que c'est possible de sortir. On a vu que c'est possible de remonter encore. On a vu que c'est possible de vivre encore. Et en fait, c'est nos histoires un peu en bref. Parce que si on les allonge, là, ça va être... On pense au deuxième volume. Parce que les autres membres qui n'ont pas écrit veulent le deuxième volume, le deuxième tome. Donc là, c'est vraiment de dire, on a vécu le pire, mais il y a l'espoir. C'est possible d'en sortir, c'est possible d'avoir une bonne vie malgré l'horreur qu'on a vécue. Mais il y a des conditions, tu ne peux pas y arriver seul. C'est ça qui nous a aidés, on a fait une famille de nouveau avec les autres veuves. Donc tu n'es pas seul. Et puis, il faut que tu aies les circonstances autour de toi. Et c'est ça aussi que je disais que nous avons eu la chance. Que les mamans de 63, les veuves de 63, les veuves de 73, les veuves de 59, elles n'ont pas eu cette chance. C'était, tu finissais, on avait tué tous les tiens, tu n'avais même pas le droit de pleurer. C'était le mauvais vent, mouyag. Le mauvais vent était passé et on devait se taire. Donc là, on a vraiment la chance on ne doit pas se taire, on a l'espace. Alors on encourage tout le monde. Pourquoi rester dans le mal? Pourquoi rester avec ce qui te ronge quand c'est possible d'en sortir? C'est un peu ça, c'est vraiment un message d'espoir. C'est possible de sortir de l'horreur, alors sortez de l'horreur, vivez. Daniel Oscornet, qui contribue depuis bien de jours à la perpétuation de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, et David Kanté livre révèle une fois de plus combien les rescapés du génocide en particulier affichent de plus en plus de résilience. Ces femmes qui ont été les premières à refaire société au Rwanda, refaire famille, qui ont basculé une société patriarcale dans une société où le sexisme n'a plus de raison d'être, ont été entendues au Rwanda. Mais maintenant, il s'agit de les entendre au niveau de l'humanité tout entière, puisque ce sont elles qui maintenant tiennent le flambeau de la mémoire des grands génocides, puisque les témoins de la Shoah ont disparu. C'est à elles maintenant de se faire entendre. Elles veulent se faire entendre au niveau international, au niveau mondial, pour prévenir définitivement tous les processus génocidaires. Depuis 30 ans, elles ont ressuscité en quelque sorte. Notre ami nous a dit durant le panel que non seulement elles revivent, mais elles revivent plus fortes encore qu'avant le génocide. Elles ont vraiment eu un moment qui leur a permis justement de ne pas sombrer dans la folie, de ne pas devenir seulement des victimes, mais de devenir des femmes qui construisent et qui construisent le Rwanda d'aujourd'hui. Après la rédaction du livre Entendez-nous, les membres de l'association des veuves rescapées du génocide comptent aussi rédiger un deuxième pour permettre à un grand nombre de rescapés de s'exprimer et de perpétuer ainsi la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et c'est sur ce reportage plein d'espoir et de détermination que nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision.